Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis avec Anthony et aujourd'hui on va parler surtout entraînement. Ouais, c'est ça. Alors, Voilà. Et première question. on va commencer par une question qu'on m'a posée qui est très intéressante. On va parler de bodybuilder pro et on me pose la question, c'est vrai qu'on voit ça de plus en plus. Pourquoi la plupart des nouveaux bodybuilders pro ne s'entraînent plus aussi dur qu'avant? Et est-ce un meilleur choix? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les pros qui s'entraînent plus comme à l'époque Dorian Yates ou Ronnie Coleman ou des gens qui ils s'entraînaient très très lourd, très très hard, ils allaient souvent à l'échec et tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des nouvelles générations de bodybuilders, et c'est même la majorité des bodybuilders qui s'entraînent, on va dire, plutôt cool et pas avec des charges extraordinaires qu'on pouvait voir. C'est vrai que comparé à du Ronnie Coleman, les mecs s'entraînent avec des poids moitié moins lourds, en forçant presque moitié moins que des bodybuilders comme Branch Warren ou comment il s'appelait aussi Jackson là, je sais plus comment ça son Johnny Jackson. Johnny, hein Johnny Johnny Jackson. Jackson, voilà, qui s'entraînait vraiment on va dire en explosif et avec des charges démentielles. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi aujourd'hui les bodybuilders ne s'entraînent plus de cette manière-là, outre et bien sûr le dopage et les aides chimiques, mais ils ont quand même des résultats et quels résultats? Et même si on peut dire que la chimie a son rôle, mais leur but, notamment ceux d'Olympia, c'est quand même de gagner Olympia. Donc pourquoi ils sont passés à un entraînement, on va dire entre guillemets, plus cool et pas continuer à s'entraîner comme pouvait s'entraîner par exemple Ronnie Coleman. Donc ça, c'est une question qui est super intéressante. Est-ce que toi, tu as une idée? Moi, j'ai une idée bien sûr là-dessus, mais est-ce que toi, tu as une idée là-dessus par rapport à ça? Ouais, Est-ce bien qu'en sûr. Je suis fait, de base sur un. Vas-y. est-ce est-ce un meilleur choix finalement de s'entraîner un peu moins dur? Bien sûr que j'ai un avis parce que je suis un grand, grand fan de bodybuilding à la base, depuis vraiment jeune, depuis que j'ai 16 ans. Le premier magazine, donc les entraînements des pros, je les connais sur le bout des doigts. J'ai un peu moins le temps de suivre maintenant, euh, mais bien sûr. Alors, Tu as remarqué ça déjà? Qu'aujourd'hui, les pros ne s'entraînent plus comme avant Alors, et les méthodes sont différentes. Il faut faire attention quand même parce qu'il y a encore des pros qui s'entraînent très dur, très lourd. Il ne faut pas dire ça. Déjà, il y a des cas extrêmes. On prend Dorian Yates, on prend Brent Warren, on prend Johnny Jackson, on prend Ronnie Coleman. Effectivement, à l'époque, ils s'entraînaient très intensif, mais tous les bodybuilders de cette époque ne s'entraînaient pas comme ça. C'est vrai, aussi. Premièrement, parce que si tu regardes les vidéos à l'époque de Dexter Jackson, de LeBron, vers 98-99, à l'époque, c'était les cassettes, les DVD, c'était pas sur YouTube. Il s'entraînait pas pareil que lui. Il s'entraînait lourd et dur, mais rien à voir. Il y a une première piste à voir, c'est de voir dans quel état est Ronnie Coleman. Et Ronnie Coleman, dans quel état est Brent Warren, Dorian Yates. Alors, on va me dire, ils vont bien, mais si vous les connaissez bien et vous avez suivi, ils se sont déchirés énormément de muscles. C'est des gens qui sont des pros qui se sont déchirés énormément de muscles, qui ont eu énormément de blessures. Donc, la première chose à dire et la première réflexion peut-être à avoir, c'est de faire le ratio entre positif, négatif. Tu vois, Ouais. quels sont les avantages de s'entraîner comme ça et quels sont les inconvénients. Les Peut-être que bénéfices, c'est le ratio bénéfice-risque, c'est ça. bénéfice-risque, voilà. Donc, il y a peut-être une réflexion de la part des pros actuels qui se disent c'est bien de gagner 8 Mister Olympia, mais est-ce que ça vaut le coup à 55 ans, 60 ans de finir avec 15 opérations, des opérations qui n'en finissent plus, de souffrir le martyr H24, H24, etc. Voilà, il y en a qui vont dire oui, d'autres non. Ensuite, la deuxième chose, c'est que effectivement Coleman, il a gagné 8 fois Olympia en procédant comme ça, mais Phil Heath ou Schwarzenegger, ils l'ont presque égalé sans procéder comme ça. Et Liani. Donc, Il y tu en a vois, aussi. voilà. Il y en a qui ne s'entraînaient pas dur comme ça. Voilà. Donc, au final, quel est le mieux? Ben, on ne sait pas vraiment. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc. C'est que les gens disent oui, Coleman, il doit son physique à ci, à ça. Mais si vous suivez, vous suivez Coleman, Coleman, quand il était encore naturel, il le dit, hein,
c'était un monstre. Vous avez jamais vu ça de votre vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même maintenant, avec le dopage actuel, les méthodes actuelles, personne l'a égalé encore en termes de masse et de sèche. C'est parce que ce mec, génétiquement, déjà, il est incroyable. Il n'a pas un seul muscle court. Il est incroyable, tu vois. Il est incroyable. Il est imbattable parce que génétiquement, un mec comme ça, il y en aura peut-être un tous les 100 ans. Enfin, il y a eu Arnold avant, mais tu vois, même Arnold d'un côté, bon, c'est une autre époque. Mais voilà. Donc, il y a une piste, il y a quand même une chose à retenir, c'est que la génétique joue énormément. Et autre chose, le dopage a énormément évolué quand même ces dernières années. Il y a on va pas citer de produits, mais il y a des produits qui à l'époque n'existaient pas. Encore il y a 10 ans en arrière qui n'existaient pas et qui ont fait une énorme différence en termes de résultats ces dernières années. C'est pour ça qu'on voit des pros de plus en plus jeunes, de plus en plus énormes aussi. Il y a Très eu rapidement. Très rapidement. très rapidement, voilà, il y a eu une grosse évolution en termes de dopage, en termes de développement de ce côté-là. Voilà. Il y a des nouveaux produits qui sont quand même incroyables. Alors, autant en termes positifs que négatifs, je pense, c'est pas la question. Mais ça, il y a d'autres choses d'autres produits qui se sont développés, qui à l'époque étaient peu répandus. Tu vois, par exemple, bon, je peux en parler, ça c'est encore différent. Le synthol, alors les gens se moquent, tu sais, le synthol, ils pensent tout de suite aux, aux Brésiliens, là, tu sais, qui sont énormes et qui sont difformes. Mais sachez une chose, si vous vivez dans le monde des bisounours, mais je peux vous le dire, hein, j'ai passé 3 mois en Thaïlande et j'ai passé notamment plusieurs semaines avec Tony Huge, pour ceux qui ne connaissent pas, un ancien athlète sur YouTube, qui lui ne va pas blablater parce qu'il se montre publiquement en train de se doper sur les réseaux. C'est le plus connu des Américains sur ça et qu'il connaît absolument tous les pros, hein. Il passe des semaines à l'Oxygen Gym et tout ça. Et il me l'a dit, et puis on le sait, c'est plus un secret, mais le synthol actuellement est utilisé par pratiquement tous les pros. Alors, c'est pas le synthol comme on le voit, ça s'appelle les SEO, la famille de ces produits-là. Et il y en a différentes sources. Dave Palumbo, notamment, en vend un qui est le plus répandu dans le monde du bodybuilding, qui s'appelle le Penless Pump. Et il dit lui-même dans ses vidéos qu'il en vend à plusieurs des top 10 Olympia. Tu vois, il a certains de ses clients qui sont des top 10 Olympia. Il en vend à énormément de pros. Et je peux te le dire pour l'avoir vu de mes propres yeux, ça ne se voit pas. Donc, c'est le même effet que le synthol, mais ça ne se voit pas. Et c'est des trucs, alors, entre guillemets, hein, qu'on pourrait nous qualifier de magiques. Donc, du moment où tu sais ça, en fait, où tu sais que, d'ailleurs, Rich Piana était super connu pour utiliser ce genre de choses, où tu sais que ça, maintenant, ça existe et qu'à l'époque, c'était peu utilisé, tu sais qu'en fait, une fois que tu t'injectes ça, la seule chose que tu as à faire, c'est d'élargir ton fascia lata, de pumper. Donc, à quoi ça sert d'aller prendre des risques avec des charges super lourdes, de taper l'influx nerveux, de prendre des charges de malade, de t'entraîner comme un dingue, si tu peux pumper et ton muscle explose, tu vois? À quoi ça sert? Que tu rajoutes par-dessus un peu de, tu vois, que tu donnes pour les diabétiques, tout ça, tu crées un environnement anabolique et tout ça combiné gonfle à l'extrême, tu vois? À quoi ça sert? Et de là, on comprend peut-être mieux pourquoi maintenant, en 6 mois, on a des mecs qui ont des transformations de malades. Et je vous garantis que, encore une fois, je vous parle pour avoir vu de mes propres yeux en Thaïlande, c'est-à-dire le mec devant moi le fait, hein. Tu vois, je parle de ça, hein. D'ailleurs, à l'époque, j'avais teasé en disant que je ferais des vidéos sur ça, mais la législation française ne permet absolument pas de faire ce genre de vidéos. Donc, j'avais des vidéos sur ça, tu vois. J'avais des vidéos, ce mec, Tony Huge, expliquait plein de choses en détail sur tout ça. J'allais les traduire avec l'ATMAR, mais on n'a pas pu parce que, voilà, légalement, tu le sais aussi bien que moi, on ne peut pas. Donc, on ne l'a pas fait. J'ai supprimé ces vidéos, mais il parle de tout ça. Et c'est incroyable. On ne se doute pas à quel point, nous, pauvres, pauvres mortels, tu vois, on croit connaître le monde des pros et on dit, eux, ils prennent ci, c'est pour ça, c'est pour ça. Mais on ne sait rien. Enfin, ils ne nous disent pas. Un pro ne va jamais vous dire publiquement ce qu'il prend ou ce qu'il ne prend pas. Il ne vous le dira pas.
quand bien même vous pensez que voilà, les anciens pros là sont honnêtes, ils vous donnent leur vrai dosage quand LeBron fait un interview ou pas, ils ne vous diront pas. Ils ne vous diront pas parce que il y a des pratiques qui sont tellement incroyables, Chris, et invraisemblables que tu ne peux pas le dire. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Tu ne peux pas le dire. Voilà. Donc, ça reste mon avis parce que j'aurais aimé croire que tu peux devenir pro juste en t'entraînant super dur, en faisant la diète et puis en t'injectant des stéroïdes. J'aurais aimé pouvoir le croire. Mais ça va bien au-delà. C'est un truc de. Voilà. C'est un monde C'est vrai que le bodybuilding moderne part dans des délires qui sont assez incroyables. extraordinaire. Malgré tout, on va revenir dans l'histoire du bodybuilding. Moi, je me rappelle, à l'époque même de Schwarzenegger, il y avait Ouais, Serge Nubret qui lui s'entraînait pas aussi lourd qu'Arnold et qui faisait beaucoup de séries. c'est vrai. Il tapait 20 ou 30 séries par muscle, hein, donc c'était C'est vrai, ouais. il avait un volume énorme en fait. Et aujourd'hui, on se rend compte que, et à toutes les époques, on peut parler de Francis Benpato qui ne s'entraînait pas non plus hyper lourd. D'ailleurs, quand il a fait son comeback, qui a voulu s'entraîner lourd, il s'est déchiré le pec. Comme quoi, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit surtout les pros qui font un volume démentiel. En plus, les produits aident plus à récupérer et à pouvoir avoir cette endurance musculaire. Mais on voit aussi que le volume, et ça, c'est une piste qui peut être intéressante, le volume, bien sûr, qui est toujours couplé avec la tension mécanique, c'est-à-dire qu'un minimum de charge malgré tout, est roi en fait. C'est-à-dire que plus on a un volume important, plus on a aussi un développement qui peut être important, si bien sûr c'est fait de manière intelligente, qu'on a suffisamment de récupération et ainsi de suite. Mais on se rend compte aujourd'hui que le volume est quelque chose d'hyper important. Et c'est ça qu'il va falloir retenir, c'est que à l'opposé de Mac Menzer ou de Dorian Dietz, qui eux faisaient presque des séries uniques, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est les méthodes à Menzer, là, je faisais Ouais, presque bien sûr. J'ai uniques. déjà même testé la méthode de Darian Yates. C'est Ouais. impossible. Impossible. C'est C'est impossible. assez dur, je pense que ce n'est pas adapté pour tout le monde en tout cas, il faut avoir des tendons plus au fort et tout ça. Mais on se rend compte aujourd'hui que la plupart en fait s'entraînent avec un volume d'entraînement très élevé. Et on voit que le volume est l'un des facteurs les plus importants avec la tension mécanique pour l'hypertrophie musculaire. Donc ça, c'est aussi chose d'important. On peut même regarder les pros quand ils s'entraînent, ils ne se font jamais aider en répétition forcée. Enfin, ça devient de plus en plus rare. Ça représente peut-être 90% des bodybuilders. Les mecs ne sont pas derrière pour faire des répétitions supplémentaires en forcé. Généralement, ils s'arrêtent un petit peu avant d'arriver à l'échec au niveau des répétitions. C'est assez flagrant hein, quand on regarde les vidéos. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc à dire, c'est que la science de l'entraînement a beaucoup évolué, Ouais, notamment depuis qu'on a eu les méthodes de Lavier, il faut quand même le dire, puisque c'est les livres les plus vendus au monde. Donc, les Américains ont été influencés aussi par ça. D'ailleurs, on a vu Kai Green qui étudiait ce livre dans une de ses vidéos et tout ça. Ça a aussi changé la donne quand même. ouais, surtout au niveau biomécanique et trucs comme ça. Mais là, on se rend compte aussi que aujourd'hui, bah, par exemple, on parle des répétitions de réserve, par exemple. On voit aujourd'hui que sans aller à l'échec, ça nous permet de faire plus de séries parce qu'on va moins s'épuiser, on va mieux récupérer. Et de ne pas aller dans le rouge, en fait, parce que c'est ça, en fait, la réflexion qu'il faut avoir. Alors, c'est vrai que ça va à l'encontre du no pain, no gain, entre guillemets, mais ne pas aller à l'échec, ne pas aller dans le rouge, permet de mieux récupérer, de s'entraîner plus souvent et peut-être d'avoir un volume plus important. Et c'est ça aussi qu'on peut peut-être mettre dans un petit coin de sa tête et bloquer ça. Le volume est aussi un facteur, ça fait partie des facteurs les plus importants de l'hypertrophie musculaire. Et donc c'est important aussi de mettre ça de côté parce que aujourd'hui, la plupart des pros aussi mettent ça en place, font un volume titanesque, avec bien sûr un minimum de tension mécanique, donc de poids, évidemment un minimum, mais sans aller à des poids surnaturels qu'on pouvait voir avant sans aller à l'échec à chaque série, mais leur permettant de faire en fait beaucoup de séries, beaucoup de volumes. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez important. Quand tous les pros s'entraînent en split. Sauf que les pecs, ils les font. Oui, mais les pecs, ils les font en plusieurs fois dans la semaine. Par exemple, enfin, tous les muscles, ils ne font pas les pecs une fois dans la semaine. Hein. Mais ils font un split quand même, Ils font un split encore. C'est vrai, c'est vrai. tous. Mais voilà, après, après je pense qu'il y a une. En fait, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on fasse un podcast
ça mérite un podcast entier. Juste de dire, alors nous, on est absolument contre le dopage, bien sûr, mais juste de dire la différence qu'il y a entre lorsque l'on prend des produits et lorsque l'on n'en prend pas. Il y a une différence certaine au niveau de l'entraînement que vous devez comprendre, qu'il faut absolument assimiler. C'est que il y a deux phénomènes comment, il y a deux manières, entre guillemets, par laquelle on peut ajouter de la masse musculaire. Il y a l'hypertrophie qui est la croissance des fibres musculaires, mais il y a aussi l'hyperplasie qui est la création de nouvelles fibres musculaires. Il faut bien comprendre que lorsque l'on consomme des produits dopants et qu'on sait faire et qu'on fait le bon cocktail, notre corps est constamment dans un mécanisme d'anabolisme et d'hypertrophie et d'hyperplasie parce qu'il y a des produits qui font l'hyperplasie. Alors, ça se fait plus difficilement que l'hypertrophie sur le long terme, mais ça se fait, on le voit. Sinon, les mecs ne feraient pas 140 kilos. Il y a clairement de l'hyperplasie. Donc, il y a l'hyperplasie et l'hypertrophie. C'est-à-dire que non seulement ils ont déjà développé toutes les fibres musculaires qu'ils avaient, mais en plus, il y a les produits, ils en créent des nouvelles qui vont encore hypertrophier. Ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en plus, il y a ce qui active le métabolisme, il y a ce qui en plus, bref, il faut bien comprendre que tout ça combiné fait que l'entraînement ne sert plus du tout à la même chose. Quand nous, l'entraînement en tant que pratiquant naturel va permettre de déclencher justement le système hormonal, ils n'en ont pas besoin. Ce n'est pas avec un pauvre squat qu'ils vont déclencher le taux de testostérone alors qu'il est déjà à 3500, ni le taux d'hormone de croissance. Ils n'en ont pas besoin. Ils ne vont pas penser à prendre la glycine pour l'hormone de croissance. Ils l'ont déjà. Ils ont déjà l'apport. Donc, la réflexion que vous avez à partir de ce moment-là, elle est totalement différente. Et la fonction de l'entraînement, même si bien sûr elle reste hyper importante, hein, si on ne s'entraîne pas, il ne faut pas croire qu'on va être énorme comme ça, mais elle est différente. Voilà, la manière de voir les choses est pareil pour l'alimentation. C'est pour ça qu'il y en a qui disent oui, mais lui, c'est des pros, c'est dégueulasse. Eux, ils mangent des McDo, ils mangent des sushis, ils mangent des trucs. Ça n'a rien à voir. Voilà, faut pas comparer. Faut pas comparer. C'est comme Superman qui soulève une voiture et vous qui essayez d'en soulever une. Voilà, faut pas comparer ça. Ça n'a plus rien à voir. C'est plus le même schéma et les mêmes données en fait. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais Non, c'est super intéressant. Non, non, c'est passionnant. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des culturistes, euh, euh, si tu veux, se comparent ou prennent exemple sur les pros, mais que ce soit sur l'entraînement, sur la façon de manger, sur tout ça. Mais le problème, c'est que déjà, c'est des gars voilà, qui font, comme tu l'as dit, hein, plus de 120, 130, 140 kilos, qui n'ont pas du tout les mêmes métabolismes, qui eux, en maintien, sont déjà à 7000 calories. Donc, c'est-à-dire que pour ne pas perdre de poids, il faut qu'ils bouffent au moins 7000 calories. Et en mangeant que des trucs sains et du riz, bah, accroche-toi coco. Donc, ils sont ouais. presque obligés de bouffer de la merde, entre guillemets, pour pouvoir maintenir juste leur poids. Donc, ça, il faut pas l'oublier. Hein. Voilà. Et puis, ils ont aussi une génétique particulière. Ils ont plein de facteurs qui fait que vouloir prendre exemple sur eux, bah, malheureusement, bah, ça n'aura pas les résultats que vous espérez. C'est ça. Est-ce qu'on n'est pas sûr que Coleman, s'il s'était entraîné avec un gros volume et moins d'intensité, il ne serait pas devenu aussi énorme avec la Pas même, génétique qu'il a? même peut-être plus, on n'en sait rien. Même peut-être plus. Tu vois, voilà. On ne sait pas en fait. C'est ça que je me dis. Enfin, je crois que toi comme moi, on en a déjà vu. Ils soulèvent un coussin, ils mangent un friand au fromage et ils sont énormes, tu vois. Non, mais voilà. Moi, comme je dis toujours, hein, pour moi, le bodybuilding, c'est l'un des sports les plus injustes du monde. Quoi. Parce que moi, même moi j'ai vu des gars, franchement, s'entraîner cool et pas être ultra sérieux avec des physiques de ouf. Il faut être honnête. Hein. Et moi, j'en ai vu être hyper structuré, tout pesé, tout calculé, s'entraîner comme des fous, machin, et pas avoir le même résultat que le mec qui s'entraînait plus cool et en mangeant pas de manière optimale. Il faut le dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer aux autres, il faut se comparer qu'à soi-même. Je sais que c'est pas facile parce qu'on a toujours envie d'avoir des références et de se comparer aux autres. Non, compare-toi à toi-même, regarde les progrès que tu fais sur toi-même, mais te compare jamais aux autres parce qu'on est tellement différents par rapport à tellement de choses. Rien que l'insertion des muscles, on est différents. Rien que tout, quoi. On est tellement différents. Vous voyez bien dans la rue, il y a des gens qui sont petits, qui sont grands, donc qui sont maigres, qui sont gros. Vous voyez que le panel humain est tellement large
que même pour la croissance musculaire, on est aussi différent, quoi. Ouais, carrément. Donc, voilà. Voilà pour cette question. Bon, Ouais. donc entraînement. Question, j'avais perdu le thème tellement on a parlé. Euh, Alors, c'est bah, regarde. Là, on a parlé beaucoup d'hommes et tout ça. On va parler pour la catégorie wellness. Alors, wellness, c'est quoi la catégorie? Généralement, c'est des femmes qui mettent un peu plus l'accent, enfin, c'est des compétitions qui mettent un peu plus l'accent sur le bas du corps, fessiers, cuisses. Voilà, il y a presque même un petit déséquilibre avec le haut qui demande d'être plus fin. Et quel type de diète et d'entraînement et de complément il faudrait avoir pour cette catégorie-là? C'est Sombre Wife qui pose cette question. Donc, catégorie wellness. Donc les filles, voilà, mettent l'accent vraiment sur le bas du corps. Généralement, font 2 fois plus de bas du corps que du haut du corps. C'est une catégorie qui est apparue, je crois, au Brésil, parce que c'est vrai que les morphologies brésiliennes font qu'elles sont des fois, elles sont 2 fois plus fortes du bas du corps que sur le haut, et mettent, c'est vrai, l'accent sur les fessiers et les quadriceps et les ischios. Donc, déjà, on pourrait dire qu'au niveau de l'entraînement, voilà, ils mettent vraiment le volume et l'entraînement sur le bas du corps. ouais, simplement. Et réduisent, voilà, généralement, c'est 2 tiers, 1 tiers. C'est 2 tiers bas du corps, 1 tiers haut du corps. Déjà, il y a ça. Après, la diète, les suppléments, bah, ce sera pas différent Ben non, 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 non. d'une autre caté. Et c'est juste en fonction de l'objectif. Est-ce que vous devez prendre du volume? Est-ce que vous devez sécher? C'est Voilà, ça. c'est plus par rapport à ça qu'il faudra voir. Il n'y a pas de secret, hormis dans l'entraînement, la répartition, il n'y a pas tellement de. Voilà. Plus de volume sur le bas que par rapport au haut. Après, à part ça, voilà, il n'y a pas beaucoup de Voilà. différence. Mais Après, il y aura des critères. Il faudra faire attention à ne pas être trop sèche à la compétition parce que c'est une catégorie où on ne demande pas d'être trop sec. Il faut faire non pas attention. d'être écorché. Ouais. Ouais, un petit peu comme Miss Bikini. Donc voilà, mais après, il n'y a pas de spécificité. C'est comme si on disait, voilà, quelle diète un men's physique par rapport à un bodybuilder, tu vois. Donc voilà, c'est plus dans le taux de sèche, l'équilibre musculaire, comme tu l'as dit. Exactement. Le volume aussi, du coup, le volume musculaire qui est moins important en men's qu'en body. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Après, on peut parler peut-être de l'entraînement au niveau du wellness. Donc là, il va falloir attention à bien récupérer parce que comme du coup, on fait beaucoup plus de barres, il va falloir apprendre à gérer la récupération au niveau des cuisses, des tendons, des ligaments et tout ça. Donc là, il faut faire attention à ne pas se surentraîner non plus. Donc voilà, donc le plus dur finalement, c'est bien de répartir vos entraînements du bas du corps parce que du coup, vous allez le solliciter beaucoup plus. Donc voilà, bien peut-être apprendre à découper chaque partie, que ce soit les quadriceps, les ischios, les fessiers. Pourquoi pas aussi les mollets, voilà, peut-être répartir ces muscles-là, voilà, pour que quand, par exemple vous bossez, un jour vous bossez par exemple énormément les fessiers, les ischios, vous bossez pas trop les cuisses pour qu'elles puissent récupérer. Le lendemain, par exemple, vous pouvez refaire les cuisses. Et à ce moment-là, faites attention à pas trop solliciter les ischios, les fessiers. Voilà, ça peut être des pistes pour pouvoir jongler différentes parties de bas du corps sans trop entamer la récupération, parce que ça va être le facteur un peu limitant, ça va être la récupération. Donc, voilà, quoi, il va falloir gérer cette partie-là. Hum, hum, hum. Très bien. Question suivante. Ouais, vas-y, si tu en as une dernière question. Ouais. Pourquoi avoir des courbatures à chaque fois, à chaque muscle? Comment les éviter? Alors, je pense que c'est pourquoi est-ce qu'il a des courbatures à chaque fois, à chaque muscle et comment les éviter? Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux face aux courbatures. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont très souvent des courbatures et d'autres qui n'en ont jamais. Généralement, les femmes ont moins de courbatures que les hommes. Généralement, hein, ce n'est pas toujours le cas. Mais dans la grande majorité des cas, on voit que les femmes déjà récupèrent beaucoup plus vite qu'un homme. Ça fait partie des critères. Et du coup, ont souvent moins de courbatures que les hommes. Alors, comment éviter Il faut savoir qu'il y a des exercices où la face excentrique et d'étirement provoque du coup beaucoup plus de dommages au niveau des fibres et du coup crée aussi beaucoup plus de courbatures. Donc voilà, généralement plus l'amplitude est grande, plus il risque d'avoir des dommages au niveau des fibres et crée aussi des courbatures. Donc ça, c'est sûr que par exemple, dès qu'on change d'exercice, souvent on a des courbatures. Pour la bonne et simple raison, c'est que le fait de changer d'angle et d'étirement du muscle
dans telle ou telle position fait que on a davantage de courbatures. C'est pour ça qu'il faut éviter, moi, j'estime qu'il faudrait éviter de changer trop souvent d'exercice pour justement qu'on puisse s'entraîner plus souvent et que la courbature ne soit pas un facteur limitant dans la fréquence d'entraînement. Je ne sais pas si je suis très clair. Oui, je pense qu'on a compris. Donc voilà, et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus ensuite vous allez vous entraîner, plus il va y avoir une adaptation aussi, et moins normalement devrait avoir de courbatures. Néanmoins, si vous avez toujours des courbatures qui persistent, malgré que vous ne changez jamais d'entraînement et tout, peut-être que c'est un problème de récupération, peut-être que justement vous allez trop loin, comme on en a parlé juste avant, peut-être que vous allez tout le temps dans le rouge, et il serait peut-être temps de garder quelques répétitions de réserve, quitte à augmenter après par la suite, mais pouvoir donner une chance à votre corps de récupérer. Et moi, je pars toujours du principe que si vous sortez de votre séance totalement lessivé, c'est que ce n'est pas bon signe. Si vous sortez de la séance et que vous avez encore un petit peu faim, pas faim à manger, mais faim, vous avez encore envie d'entraîner, vous laissez une chance à votre corps de mieux récupérer, de récupérer plus vite pour pouvoir vous entraîner plus fréquemment. Donc, vous voyez que la psychologie là et la philosophie sur l'entraînement peut littéralement changer. Ça ne veut pas dire être feignant et en faire moins. Ça veut dire avoir une stratégie peut-être plus sur la semaine, beaucoup plus peut-être intelligente pour donner une chance à votre corps de récupérer. Je vous rappelle encore une fois que le facteur limitant en musculation est la récupération. Imaginez, vous faites les pecs, vous faites 3-4 séries de pecs, vous faites 3-4 exercices de pecs tous les jours pendant un mois, vous avez des pecs énormes. Mais pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Parce que quand vous faites une séance de pecs, notamment en split, vous vous défoncez tellement les pecs que vous avez besoin de plusieurs jours pour récupérer. Mais imaginez, vous pouvez récupérer et vous pouvez faire les pecs tous les jours, 3-4 exercices. Vous avez un volume à la fin du mois, si c'était possible, considérable. Et là, vous aurez des pecs énormes. Mais on voit bien que ce n'est pas possible parce que la récupération est un facteur limitant en musculation et en hypertrophie. Donc, si vous avez beaucoup de courbatures et systématiquement, peut-être que vous en faites peut-être un peu trop, ou du moins, pas trop en volume, mais trop en allant dans le rouge. Donc, peut-être qu'il faut rajouter une série de plus. Par contre, vous gardez des répétitions de réserve. Donc, vous gardez le même volume, et peut-être que là, ce sera peut-être plus intéressant. Donc, c'est des idées, c'est des pistes peut-être à explorer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, effectivement, pour les courbatures, déjà, il faut faire attention à quel type de courbature. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes, entre guillemets, et des mauvaises courbatures. Donc, il faut bien identifier si elles sont au centre du muscle ou si elles sont sur une insertion, par exemple. Parce que si vous avez plus des courbatures sur une insertion, ce sera plutôt signe que l'exercice, soit dans son amplitude ou dans son ensemble par rapport à votre morphologie et votre anatomie, est traumatisant dans le mauvais sens, c'est-à-dire pour les articulations, par exemple, les tendons, etc. Donc, qu'il faudrait changer d'exercice. Ensuite, tu as évoqué une très bonne piste sur l'intensité, c'est-à-dire que peut-être qu'on en fait trop, effectivement, et donc que la capacité de récupération est limitante. Alors, dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit aussi, on n'optimise pas sa récupération parce que, par exemple, peut-être que l'alimentation n'est pas bonne. Il ne faut pas oublier ce facteur-là, c'est-à-dire que quand bien même si on a un entraînement peut-être pas trop traumatisant, qu'on garde des répétitions de réserve comme tu dis, si l'alimentation n'est pas bonne et que, par exemple, on est en régime qui est trop hypocalorique, eh bien, on ne va pas récupérer forcément. Donc, on peut avoir beaucoup plus de courbatures, beaucoup plus de traumatismes, de fatigue, les jambes lourdes, ce genre de choses. Donc, l'hydratation, l'alimentation, la supplémentation, c'est trois pistes essentielles pour la récupération et contre les courbatures. Voilà, il y a quelques suppléments contre les courbatures, par exemple, qui sont intéressants. Et on se rend compte lorsque l'on les consomme que tout de suite, ça va mieux. Voilà, quand on est, par exemple, il y a des carences aussi qui vont plutôt favoriser les courbatures. Voilà, donc ça, c'est des pistes, ce sont des pistes intéressantes. Et après, voilà, comme tu l'as dit, il y a l'entraînement, mais il y a autre chose à dire, c'est que il y a moyen, sans changer l'intensité de son entraînement,
de diminuer les courbatures en améliorant ses capacités de récupération. Voilà. Donc, il y a soit ta méthode qui est d'entraîner le muscle, par exemple en half body plus fréquemment. Toi, ce sera plutôt ce que tu préconises. Mais vous pouvez aussi ajouter ce dont j'avais parlé dans un précédent podcast, c'est par exemple les rappels musculaires qui reviennent à rentraîner le muscle d'une manière différente en série longue pour refaire circuler le sang. Et c'est une manière intéressante. Par exemple, beaucoup de gens ont constaté, tu sais, que après les cuisses, quand ils font une séance cuisse, s'ils font 15 minutes de vélo, vraiment juste, tu sais, sans résistance en pédalant comme ça, le lendemain, ils n'ont pas de courbature. Voilà, et ben, c'est cette idée de refaire circuler le sang qui permet d'amenuiser ces sensations de courbature. Donc, si vous avez, il y a une méthode très très simple et qui fonctionne super bien parce que je l'ai testé. Admettons qu'aujourd'hui, vous faites les biceps et demain, vous avez des douleurs terribles aux biceps, vous ne pouvez même plus les bouger. Vous allez à la salle, vous vous mettez sur une poulie basse, vous faites du curl poulie basse tout simple, très très léger, en série 30 ou 50 et vous refaites circuler le sang. Première série, ça fait mal. Deuxième série, on ne sent plus rien. Troisième série, plus de douleur. On a refait circuler le sang, ça va mieux. Alors, je ne dis pas que peut-être dans 12 heures après, vous aurez mal, mais c'est une piste intéressante que de se rendre compte de ça. Et tous ceux qui ont fait des sports, d'autres sports, le savent. Par exemple, bon, moi, c'était du foot, toi, c'était des sports de combat. Tu pouvais avoir des douleurs terribles après un match ou un combat, mais le lendemain, tu allais t'entraîner, tu allais faire ce qu'on appelait la récupération active. Mais on le voit, regarde, on le voit dans le Tour de France. Voilà, ouais. Les mecs, tout l'après-midi, ils font leur kilomètre, là, 180 bornes par jour en moyenne. Et le lendemain matin, tu les vois tous 2 heures ou 3 heures, je ne sais plus combien de temps ils passent, sur leur vélo statique, en train de pédaler dans le vide. Voilà. Et en fait, c'est la récupération active. Donc, t'imagines, le matin, ils s'amusent pendant 2 heures à faire ça, et l'après-midi, ils repartent faire leur truc. Tu vois, donc, c'est un exemple typique de récupération active. Voilà, donc il faut bien retenir ça et que c'est une mauvaise idée lorsque vous êtes courbaturé totalement que de se dire j'ai trop mal, je ne vais pas m'entraîner. Retenez bien qu'on est le seul sport à se dire ça parce que vous prenez des joueurs de NBA, ils ont des matchs tous les 2 jours et je suis sûr qu'ils ont des courbatures. Vous prenez bon, les footballeurs, ils jouent un peu moins, mais pendant les Coupes du Monde, voilà, il y a plein de sports où on enchaîne. Le Tour de France, c'est un excellent exemple. Et eux, au lieu de se dire je vais me reposer, je vais rester allongé, je ne vais pas aller m'entraîner, bah, comme ils n'ont pas le choix en fait, ils ont développé des stratégies qui sont bah, bon, il y en a des sports où ils font les bains de glace, les massages, voilà, il y a plein de choses, les massages, le vélo, etc., etc., plein de méthodes comme ça qui sont pour nous aussi intéressantes. Voilà, on a plein de méthodes comme ça pour nous aussi qui peuvent être utilisées. Hein. Les automassages, il y a les automassages, il y a les séries, comme je l'ai dit, très longues, très légères, que vous pouvez même faire chez vous avec un élastique. Hein. Tu vois, tu peux très bien prendre un élastique le lendemain d'un muscle que tu as entraîné et faire des séries très longues. Hein. Ça prend du temps, mais pour celui qui veut vraiment optimiser, il peut le faire. Ça, je sais que toi, tu n'es pas un grand fan, mais moi, j'ai ressenti énormément de bénéfices avec la cryothérapie. Alors, je ne parle pas de la lipolyse, hein, la cryolyse, tu sais, qui est la cryothérapie pour perdre du gras. Absolument pas. Je parle de la cryothérapie où on te plonge dans une cuve. Alors, pas la tête c'est dangereux, hein, jusqu'à là. Et on te met à alors, moins 150 pendant 3 minutes. Moins 150 degrés pendant 3 minutes. Ça paraît fou aux gens, mais en fait, vous n'avez pas froid hein, parce que c'est de l'azote liquide. Donc, c'est un froid qui est sec, qui n'est pas du tout la même chose que si tu vas dans un congélateur. Et je ne sais pas si tu as déjà essayé, Chris, mais la sensation de récupération est assez incroyable. Franchement, Mais moi, je suis persuadé que sur le moment, ça fait du bien et tu as un vrai bien-être. Après, sur le long terme, je ne pense pas que ce soit. Parce qu'on envoie un signal de défense sur le corps qui est pas forcément. Qui est pas forcément intéressant, en fait. de défense, je ne sais pas parce que tu sais, ce n'est pas agressif. T'as pas de stress. Hein. T'as une chose. Alors, la femme qui m'a fait faire la cryothérapie m'a dit que plus tu es sportif et plus tu réagis bien. Mais j'ai senti aucune sensation de stress. J'en ai fait 15 séances de 3 minutes pendant ma préparation. Et j'ai senti aucun sentiment de stress, mais plutôt de bien-être.
Et je dormais bien mieux la nuit le jour où je l'avais fait, par exemple. Je dis pas que c'est magique, hein, mais c'est une piste intéressante et ça a comment? Pardon, je perds mes mots, ça se voit que c'est la fin de nos enregistrements. Ça a des capacités de régénération assez intéressantes. Voilà. Ok. Donc après, peut-être il y a des experts de la cryothérapie qui en diront plus en commentaire, mais Bah, c'est… le problème des experts en truc, c'est que comme c'est aussi un truc commercial, ce ne sera pas forcément les plus, on va dire, on appelle ça, les plus, merde, Objectif, non? objectifs, ouais, merci. Objectif. Ouais, On est fatigués tous les deux. ouais, c'est temps Bon, je crois d'arrêter. qu'on va arrêter là, Ouais, ouais, ouais. C'est temps d'arrêter là, parce que hein. Ouais. c'est plus Bon, en productif. tout cas, merci beaucoup encore une fois de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires, un petit pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et puis, on vous dit à très vite, bah, à la semaine prochaine. Ouais, merci à tous et à très bientôt. Salut, salut Anthony, ciao, ciao. Bye, ciao.